Bonjour à tous. Je vois que tout le monde est ravi de se retrouver à travers la messagerie. Je vois l'enthousiasme. Effectivement, c'est très chouette de retrouver la communauté du contract management. La dernière fois qu'on a eu l'occasion de se retrouver, c'était pour les trophées du contract management. Donc, ça remonte déjà à loin. Alors, je vais commencer par vous remercier d'être là aujourd'hui, nombreux. Et je pense que d'autres personnes vont continuer à nous rejoindre puisque les inscriptions ont été assez nombreuses, à notre grand plaisir. Je suis accompagnée de Grégory Levaux qui est là, qui s'occupera de la partie gestion des questions que vous aurez à poser peut-être à l'issue du partage que l'on souhaite faire aujourd'hui avec vous. Alors, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Nawel Bergou, directrice générale adjointe de 2CM et E2CM Consulting. Je suis contract manager de métier. Je vais peut-être un petit peu, pour que vous puissiez aussi situer la raison qui nous amène aujourd'hui à partager notre expertise sur la partie recrutement, sur le marché du recrutement de façon générale. Nous avons, pour ceux qui ne nous connaissent pas, deux grandes activités en contract management. La partie formation, l'école européenne de contract management, donc qui forme à la fois des contract managers à la formation certifiante reconnue par l'État, et puis également beaucoup en intra-entreprise, puisqu'il y a une grosse demande depuis plusieurs années maintenant pour accompagner les autres fonctions, donc les fonctions avec lesquelles travaillent les contract managers, les fonctions opérationnelles, les fonctions commerciales, les fonctions juridiques aussi, à monter en compétence sur la culture du contract management. Donc, c'est aussi une grande partie de notre activité en intra-entreprise. À côté de notre activité de centre de formation, nous avons une activité de conseil, donc un cabinet de conseil dédié au contract management, dans lequel, parmi nos activités, nous accompagnons nos clients sur d'un point de vue très opérationnel, sur des missions de contract management au cœur des projets. Et puis, je ne vais pas vous détailler toutes nos activités. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir sur nos sites. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais parmi nos activités qui sont pertinentes pour notre discussion aujourd'hui, on est depuis plusieurs années spécialisé dans le recrutement de contract managers. On a un cabinet dédié au sein de la structure conseil au recrutement des contract managers exclusivement, ce qui fait sens puisque notre métier ne s'organise qu'autour du contract management. Et nos clients font appel à nous pour trouver la perle rare, qu'elle soit confirmée, senior, pour des postes de management, parfois de responsable du contract management à des niveaux groupes, donc c'est assez varié. Donc, ça se justifie aussi par le fait que nos clients comptent sur nous justement pour faire un petit peu le tri, parce que vous avez peut-être dû vous en rendre compte, le contract management, c'est un métier qui a pris beaucoup d'ampleur, qui est un métier sur lequel il y a une forte demande, et donc les recruteurs sont parfois un petit peu perdus dans leur capacité à faire le tri entre des personnes qui affichent une expertise en contract management et qui permettent de effectivement répondre aux réels besoins qui est derrière cette fonction. Je pense que c'est une fonction en termes de titre qui est un petit peu galvaudée malheureusement ces dernières années parce que le marché est assez porteur. Donc, on va essayer justement de revenir pendant le partage que je pourrais faire avec vous sur certains de ces sujets notamment. Donc, notre réseau, le fait qu'on soit animateur de beaucoup d'événements qui regroupent la communauté fait que nos clients comptent sur nous justement pour les accompagner dans cette recherche de la perle rare. Voilà. Vous avez dû remarquer que vos micros sont coupés, effectivement. Le nombre de participants ne permet pas justement de laisser les micros ouverts. Ça rendrait la visioconférence trop compliquée en termes de qualité auditive. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue du partage que je vais faire avec vous aujourd'hui,
c'est de pouvoir poser des questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans le fil de discussion. Hein. Pour ceux qui ne seraient pas coutumiers de Zoom, vous avez dans les commandes Zoom un onglet discussion ou chat qui vous permet de poser des questions. Vous pouvez les poser en les partageant avec l'ensemble des personnes ou en les adressant uniquement aux animateurs, donc notamment à moi et puis à Grégory Levaux qui est là. Grégory, si tu veux dire un petit bonjour peut-être, je t'ai pas laissé la possibilité tout à l'heure. Oui, bonjour à toutes et tous, bienvenue. On est ravis de vous accueillir sur ce premier webinaire sur une thématique évidemment essentielle pour notre métier. Donc, profitez bien. Merci Grégory. Donc, vous pouvez poser vos questions et on essaiera au mieux, à l'issue du partage, de répondre. Alors, c'est difficile peut-être en fonction du nombre de questions de répondre à toutes les questions, mais on essaiera d'apporter des réponses à vos questions le mieux possible. Et puis, on trouvera toujours le temps de prolonger cet échange par d'autres biais si ce n'était pas le cas. Donc n'hésitez pas. Oui, Grégory l'a mentionné, on a lancé un petit peu ce webinaire du contract management. C'est la première édition de cette série que l'on espère longue, parce qu'on s'est rendu compte, hein, la crise sanitaire aidant, que le fait aussi d'organiser quelques-uns de nos événements à distance permettait à des personnes qui n'étaient pas sur Paris de pouvoir aussi profiter hein, de ces partages. Je vous annonce déjà qu'on a lancé un nouveau concept d'événement sur lequel on communiquera en début d'année, hein, un événement qui est prévu pour février, mais j'en dis pas plus, je laisse un petit peu de suspense pour la suite. Alors, je vais commencer le partage de mon écran. Donc, je vais arrêter la vidéo parce que vous n'allez pas forcément me voir et puis on va essayer d'être le plus écologique possible en partageant pas différentes sources. Donc, je vais arrêter la vidéo et je vais partager mon écran que j'ai déjà partagé tout à l'heure. Voilà. Alors, je vous propose peut-être de commencer avec l'ordre du jour qui va être le nôtre pendant cette petite heure d'échange. L'objectif un petit peu, c'est d'aujourd'hui de peut-être organiser notre partage autour de 3 axes. Hein. Le premier qui serait effectivement de replacer les contract managers sur le marché français. On va reprendre quelques chiffres hein, qui sont issus d'une enquête récente que l'on a fait et puis voir s'il y a eu des évolutions depuis cette enquête. On va s'intéresser évidemment, puisque ça faisait partie du titre du webinaire, de l'impact hein, de cette crise sanitaire sur notre métier. Est-ce que finalement pour nous c'est davantage des conséquences négatives ou est-ce que finalement le risque positif est également là pour nous? Je pense que vous avez déjà quelques pistes de réponse à cette question et on terminera avec évidemment une évolution du marché de l'emploi et j'essaierai de partager avec vous les attentes, en tout cas avec ma casquette de recruteur, les attentes hein, du marché, quelques biais, quelques freins à contourner et puis les perspectives à moyen terme. Alors, on va commencer justement par un positionnement général, un état des lieux général hein, des contract managers, donc qui est issu de l'enquête nationale du contract management 2020. Si vous vous en souvenez, peut-être que vous avez vous-même participé à cette enquête, hein, qui était vraiment une première en termes de niveau de réponse et de diversité des questions qui avaient été posées. Ça a été une source intéressante. Beaucoup de personnes nous ont demandé voilà, de pouvoir exploiter cette présentation. Donc évidemment, comme on l'avait indiqué, l'idée c'est qu'elle puisse servir à la communauté. Donc c'est une source qui reste intéressante pour pouvoir aujourd'hui, 2020 c'était hier, on va essayer de voir si finalement les tendances qui ont été que cette enquête a fait ressortir finalement se retrouvent en 2021 à l'heure où on se parle. Alors, clairement, en termes de répartition sectorielle des contract managers hein, sur le marché, on avait
une grande proportion de contract managers qui étaient représentés dans l'industrie, la construction, génie civil, l'énergie, l'IT et les télécoms, avec ensuite, comme vous pouvez le voir à l'écran, d'autres secteurs qui étaient beaucoup plus modestement représentés. Alors bien sûr, c'est un panel de répondants, hein, mais aujourd'hui, le panel était suffisamment représentatif et suffisamment conséquent pour considérer qu'on peut légitimement considérer que la tendance est celle-ci. Alors, cette tendance que vous voyez à l'écran que je viens de citer, elle se confirme clairement. L'industrie, la construction, l'énergie, l'IT et les télécoms sont toujours les secteurs les plus représentés avec une continuité, une réelle confirmation. L'énergie, la construction continue, je pense, de progresser en termes de répartition sectorielle, mais je pense que voilà, on est vraiment dans la continuité de ces chiffres qu'on a pu échanger ensemble sur 2020. Alors ça se comprend assez bien parce que ce sont des secteurs qui, on va le voir tout à l'heure, sont touchés par pas mal de risques hein, qui se sont révélés durant la crise sanitaire et qui justifient la poursuite hein, de la structuration de l'activité contract management au sein de ces organisations. En termes de positionnement général encore marché, on va s'arrêter un petit peu sur la répartition selon la taille de l'organisation. Hein. Lisez ici que ce graphique permet de voir effectivement en fonction où les répondants hein, à l'enquête se situent en termes de taille d'organisation. On voit effectivement assez logiquement que les organisations, les grandes entreprises, hein, donc de plus de 5000 salariés, comptent le plus de contract managers ou la majorité des contract managers, donc ce qui fait sens au vu des enjeux. Et puis, c'est une explication tout à fait mécanique hein, de la taille des projets, de la complexité des projets, et puis du nombre de salariés tout court, donc c'est pas complètement étonnant. Alors, cette tendance, elle est tout à fait elle se poursuit tout à fait, vous vous en doutez, il n'y a pas de grande différence. Il y a quand même quelque chose sur lequel j'aimerais pouvoir m'arrêter en termes de mise à jour hein, à l'heure où on se parle. J'avais commencé à partager cet état de fait pour ceux qui ont participé au trophée du contract management. Hein. D'ailleurs, vous pouvez toujours accéder à ce replay hein, que l'on a rendu disponible pour la communauté des contract managers. Les PME et les entreprises à taille plus modeste sont aujourd'hui dans une dynamique de développement des recrutements en contract management qui n'est pas neutre. Beaucoup de nos clients au niveau recrutement sont aujourd'hui des PME. Alors, elles ne sont pas toutes capables d'embaucher d'un coup 3-4 contract managers, mais en tout cas, elles sont soit dans une logique d'avoir une première ou deux premières embauches, ou alors elles font appel au conseil, on en parlera tout à l'heure, à des contract managers externes pour les accompagner sur des projets conséquents en réponse aussi au comportement de leurs co-contractants, de leurs clients ou parfois de leurs fournisseurs, parce que ces PME ne sont pas que côté client, que côté fournisseur, elles sont aussi côté donneur d'ordre, côté acheteur. Et donc, elles s'étoffent, notamment en allant chercher l'expertise à l'extérieur. Donc, c'est un point à prendre en compte. Hein. Il n'y a pas que les ressources internes, il y a aussi l'accompagnement qui peut être apporté par l'extérieur à travers la prestation externalisée. Et je peux facilement en parler puisqu'aujourd'hui, nous, on est un cabinet qui est spécialisé dans le pilotage des contrats complexes. Et donc, nos consultants accompagnent nos clients PME et grands groupes dans le pilotage des projets. Donc ça, c'est peut-être aussi à prendre en compte dans les tendances aujourd'hui à l'heure où on se parle. En termes de répartition géographique issue de l'enquête, on avait une très forte représentation de l'Île-de-France, ce qui n'étonne personne évidemment. Les grandes villes telles que Lyon, Marseille, Toulouse sont effectivement aussi des bassins qui vont être
représentés dans l'emploi en contract management. Donc, cette tendance, elle se poursuit. Il y a vraiment, on en avait parlé dans la région lyonnaise, hein, donc Auvergne-Rhône-Alpes, une franche accélération des recrutements, je pense, hein, qui est peut-être très marquée, mais on a aussi côté sud-est, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur, une tendance qui se confirme en termes d'embauche. D'accord. Voilà, donc à Paris, le marché, on va en parler tout à l'heure, est tout à fait actif pour les contract managers. Alors, on verra aussi ce qui est attendu des recruteurs, mais en tout cas, les offres sont là. Vous avez pu vous en rendre compte pour ceux qui, parmi nous, sont en veille active ou en recherche active. Alors, un petit focus, toujours en termes de positionnement, sur les rémunérations des contract managers. Alors, évidemment, c'est à mettre en lien avec les répondants à l'enquête, mais finalement, les choses sont assez bien faites, puisque aujourd'hui, on voit que les 35% des contract managers qui ont répondu à l'enquête se situent en termes de rémunération annuelle brute entre 50 000 € et 70 000 €, ce qui correspond à des profils, on va le voir dans la slide juste après, à des profils plutôt confirmés. On n'est pas sur une seniorité des contract managers. Alors, cette notion de seniorité, je ne le cache pas, est aussi aujourd'hui un petit peu galvaudée. Quand je vois des contract managers avec 3 ans d'expérience, 4 ans d'expérience, effectivement, considérer qu'ils sont seniors, puis un petit peu critique sur cette qualification. Bon, après, c'est à regarder au cas par cas, bien évidemment, mais bon, voilà, pour moi, la seniorité, elle commence effectivement plutôt à partir de 7 ans d'expérience que de 3 ans d'expérience, hein. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une représentation des contract managers plutôt confirmés, c'est-à-dire, on va le voir dans la slide juste après. Alors, je vais juste revenir sur la slide précédente. Donc, des profils qui se situent effectivement entre, voilà, c'est cette marge entre 7 ans d'expérience principalement sur le marché. Alors, sur la formation initiale des contract managers, on a passé un petit peu de temps lorsqu'on avait un petit peu dépouillé cette enquête sur les grandes tendances. Il y a quelque chose qui est très marqué en fait en termes de je dirais de dualité dans les profils de contract manager. On a deux types de grands parcours universitaires qui sont représentés chez les contract managers. Ce sont d'un côté les juristes de formation, donc des personnes qui sont issues de formations juridiques en droit des affaires, droit privé, droit public, et puis les profils plus ingénieurs ou techniques. Donc on voit effectivement qu'en 2020, 35,8% des contract managers étaient des ingénieurs contre 32,8% des juristes. Alors, en fait, si on regarde juste avant 2020, on avait même une tendance encore plus forte de représentativité des ingénieurs, hein. Donc, sur cette portion-là, les juristes qui avaient pris de l'avance, je dirais, au démarrage de l'émergence du contract management en France, donc autour de 2014-2015, avaient commencé à être moins représentés dans les profils de contract manager, mais sont aujourd'hui revenus, je dirais, en force dans ces profils-là, et on les retrouve quelque part un petit peu à égalité avec les profils d'ingénieurs, donc les profils techniques. Alors, il y a quand même une tendance aussi forte, hein, qui aujourd'hui ne se retrouve pas complètement dans les chiffres en termes de représentation, mais les fonctions commerciales, achat, vente, sont aujourd'hui aussi très concernées très représentées dans le métier de contract manager. Alors, la difficulté, c'est que ces profils-là vont parfois être dans des doubles casquettes et vont pas forcément occuper un poste de contract manager, mais on va leur demander justement en leur qualité d'acheteur et en leur qualité
de commercial, de vendeur, d'être de plus en plus affûté sur le contract management parce qu'on se rend compte que ces populations ne sont pas aujourd'hui encore formées sur les aspects du pilotage contractuel. Ils sont encore, ce qui justifie, c'est leur métier de base sur la partie achat-vente, mais ont besoin justement encore de monter en compétence sur le pilotage contractuel. Et puis sur quelque chose dont on parlera un peu plus tout à l'heure, sur aussi la facilitation, la capacité aussi à fluidifier la prise de décision dans des phases un peu compliquées de précontentieux ou de contentieux, on en reparlera. Donc, les formations de contract management permettent aussi à la fois de développer une approche peut-être un peu plus holistique du pilotage contractuel, mais aussi des soft skills sur la partie résolution de conflits, qui est une partie importante de notre métier. Donc, les tendances que vous voyez là, elles se confirment en 2021, elles continuent à l'être. Je dirais que dans nos formations, on est encore aujourd'hui sur, à l'heure où je vous parle, davantage, les juristes restent légèrement minoritaires légèrement, je dirais qu'ils sont encore minoritaires dans les personnes qui sont formées, par exemple, au certificat reconnu par l'État en contract management, mais cette différence, finalement, vient s'étioler un petit peu et on va avoir je pense une quasi sur la fin de l'année et puis le début de l'année 2022, une quasi égalité entre les profils plus opérationnels, plus techniques et les juristes. J'ai peut-être un dernier point à rajouter justement sur cette tendance. Excusez-moi, je suis un petit peu bavarde sur cette slide, mais les juristes aussi ont pour eux, on s'en rend compte là sur les derniers recrutements, l'autonomie juridique, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les services juridiques sont incapables d'absorber la charge d'un point de vue conseil juridique et donc ne sont pas toujours capables d'apporter finalement la réactivité attendue en termes de conseil juridique, que ce soit sur la phase avant-vente ou sur la phase d'exécution. Et donc, plus les contract managers sont autonomes sur cette brique-là, et plus effectivement, ça permet quelque part de compenser le fait que le service juridique ne soit pas en capacité d'apporter une réponse immédiate aux besoins juridiques. Donc, c'est peut-être aussi quelque part dans les recrutements une stratégie qui est recherchée par les recruteurs de se dire on souffre de ça, donc si on pouvait à la fois avoir des contract managers, certes très opérationnels, il n'est pas question d'avoir des juristes finalement déguisés en contract manager, donc vraiment des contract managers, mais avec une composante juridique peut-être un peu plus forte, ça nous permet aussi de venir sécuriser ce manque de bande passante dans nos services juridiques qui sont aujourd'hui finalement pas dimensionnés pour les besoins et les sujets qu'on a à traiter. Donc, c'est aussi peut-être quelque chose qui fait que les juristes reviennent aussi en intérêt vers le contract management. Alors, après ce tour d'horizon un petit peu des tendances marché, je vous propose maintenant peut-être de focaliser notre attention dans une deuxième partie sur l'impact de la crise sanitaire sur notre métier, crise ou opportunité. On va voir que c'est les deux en fait. Donc, on va essayer de voir ensemble justement comment analyser la situation par rapport à ce qui s'est passé, aux leçons qu'on a tirées de la crise sanitaire en termes de risque-opportunité et voir comment nous, contract manager, on peut essayer, ou futur contract manager, pour ceux qui dans l'auditoire sont un petit peu peut-être en phase de mutation professionnelle ou peut-être des jeunes diplômés qui cherchent justement à décrocher leur premier emploi en contract management, voir un petit peu effectivement comment on peut s'y retrouver un petit peu par rapport au positionnement de ce métier. Tout le monde dit contract management, métier de crise. Finalement, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? On va voir. Alors, on va, à travers ce visuel, vous le voyez qui est assez synthétique, tenter de
d'identifier les menaces, les problèmes et les opportunités pour le contract management. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la partie peut-être un peu plus risque négatif pour ensuite revenir sur les opportunités pour le contract management. Alors, par rapport aux risques, finalement, aux menaces que cette crise sanitaire a fait peser sur les projets, sur les organisations, on va voir effectivement qu'est-ce qui a généré une activité accrue pour les contract managers. Parce que la beauté de la chose, c'est que qu'il s'agisse des risques ou des opportunités, pour le contract management, ça reste finalement toujours une opportunité, pour faire simple en fait, hein, puisque on va être un gestionnaire du risque, un gestionnaire des problèmes, et donc que les risques négatifs finalement nourrissent un petit peu notre activité. Donc effectivement, les crises sont en général un terreau fertile à l'émergence ou au développement, si le contract management est déjà là, de notre métier. Alors, pour aborder un risque que je pense n'a échappé à personne durant la crise sanitaire, peut-être faire un rec sur les problématiques des chaînes d'approvisionnement, de la supply chain, des supply chains en berne, hein, et je pense que beaucoup de spécialistes se sont penchés sur la question. Il y a eu pas mal d'articles sur le sujet dans la presse, hein, qui sont venus objectiver un petit peu les raisons pour lesquelles on s'est retrouvé finalement dans une situation extrêmement difficile, hein, pendant cette crise. Et je pense qu'on peut essayer, voilà, de cibler quelques axes qui peuvent a posteriori expliquer notre surprise et le fait qu'on ait vraiment eu des difficultés à la fois opérationnelles, mais du coup forcément contractuelles, à faire face à ces ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Alors, je pense que le premier axe, hein, de difficulté, ça a été vraiment le manque de visibilité, hein, qu'ont eu les entreprises par rapport à la supply chain, hein, durant cette crise. Finalement, je pense que de façon générale, les entreprises avaient du mal, et la crise l'a révélé, à appréhender la chaîne de valeur dans son intégralité. C'est-à-dire, on achète, mais on n'est pas forcément capable de véritablement se rendre compte de qui compose cette chaîne de valeur, quels sont les acteurs, et donc une difficulté forcément à identifier les liens, l'interdépendance qui peut exister dans cette chaîne de valeur. Et vous le savez très bien, nous, j'ai envie de dire, notre pierre angulaire, hein, c'est bien la gestion de risque qui vise à anticiper finalement les risques. Maintenant, si on n'est pas capable d'avoir de visibilité et de pouvoir identifier ces interdépendances, c'est très compliqué de pouvoir anticiper et de pouvoir trouver des solutions à quelque chose qu'on ne connaît, pour le faire simple, tout simplement pas. En fait, je crois que le principal problème, c'est le fait que les entreprises ne savaient pas en fait reconstituer cette chaîne de valeur. Ça, c'est la première difficulté, et donc une incapacité à identifier les éventuelles défaillances. Et ça, d'un point de vue contract management, ça a été vraiment difficile pour les contract managers que nous sommes. Deuxième axe, hein, dans cette partie supply chain, c'est finalement les entreprises aussi, on s'en rend compte qu'on est dans des systèmes complexes, hein. C'est un sujet qui tient à cœur à E2CM, et plus principalement à monsieur Grégory Levaux, qui est avec nous aujourd'hui, qui est passionné, je dirais, par la complexité et tout ce qu'elle implique, hein, pour notre métier. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé dans les organisations dans des procédures en termes de supply chain tellement rigides, en termes de sourcing et de gestion des stocks. Pour quelles raisons, hein, tout simplement, cette complexité, elle était là justement pour encadrer ces procédures de sourcing et de gestion de stock pour des raisons financières, hein. Donc avoir des stocks les plus faibles possibles pour limiter les besoins en fonds de roulement de l'organisation, et forcément réduire le nombre de fournisseurs pour réaliser des économies d'échelle. Ce qui fait que face à ces procédures extrêmement rigides,
il a été très difficile de se dire, ah ben là, dans une phase de crise, comment je fais pour sortir de cette lourdeur finalement que sont les procédures de sourcing et de gestion des stocks pour arriver à trouver des solutions, parce que mes quelques fournisseurs ne sont plus en capacité de répondre à mes besoins. Et ça a été très difficile d'arriver à sortir de cette complexité, de ces procédures difficiles. Et ça a été vraiment une source de risque qui a été impactante, évidemment, de façon très concrète en termes de production, mais aussi d'un point de vue contractuel. Et troisième axe, finalement, c'est le fait que on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans une économie, mais ça, on n'a pas eu besoin de la crise pour s'en rendre compte, une économie locale, et qu'on s'approvisionnait effectivement aux quatre coins du monde, et que pour ça s'explique pour des raisons de performance économique, effectivement, cet approvisionnement qui est très éloigné et très dispatché, sauf que cet éloignement a créé un risque accru avec ce qui s'est passé, les contraintes, les restrictions différentes de chacun des pays. On a vu des délais d'approvisionnement parfois être multipliés par 10, c'est-à-dire là où j'étais en capacité de m'approvisionner en 1 mois, c'est passé à 10 mois, donc ce qui est absolument catastrophique pour les entreprises. Et donc ça a été vraiment des sujets extrêmement compliqués. Donc, la supply chain, ça a été vraiment un sujet qui a nourri des conséquences contractuelles qu'ont eu à gérer les contract managers, et évidemment sur l'ensemble de la chaîne contractuelle, bien évidemment avec les propres clients, mais aussi avec la chaîne de sous-traitance. Ça a été extrêmement compliqué. Autre point qui vous obsède, j'imagine, à tous, quel que soit le secteur aujourd'hui, ce n'est pas que l'industrie ou le secteur de la construction, c'est aussi l'IT, c'est partout, c'est l'explosion du prix des matières premières. Effectivement, au-delà des difficultés d'approvisionnement dont on vient de parler, il y a eu aussi le prix, et ce prix est effectivement lié aux difficultés d'approvisionnement. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, il y a beaucoup de matières premières industrielles qui sont passées de 60 à 100% d'augmentation, ce qui est absolument incroyable, c'est du jamais vu. En termes d'exemple, par exemple, l'aluminium, on a un prix qui a explosé de 70% en 1 an, les plastiques de 50%, les aciers de base de 50%, et l'électronique aussi a connu des montées, des augmentations de prix extrêmement difficiles. Alors tout ça n'a pas participé à faciliter les relations contractuelles, même si aujourd'hui on se rend compte que en faisant un petit benchmark auprès à la fois d'un pool de clients et de fournisseurs, qu'aujourd'hui on est dans une phase où on alerte. Pour l'instant, bien sûr, il y a déjà des réclamations, mais il y a beaucoup d'acteurs qui alertent. Je pense qu'on va avoir des conséquences contractuelles. Les plus grosses conséquences contractuelles restent à venir, en réalité. Donc ça aussi, c'est un sujet effectivement extrêmement important pour les contract managers qui les a beaucoup occupés, qui va continuer, à mon avis, à les occuper encore plus dans les mois qui viennent. On ne peut pas imaginer que les risques que je viens de citer n'ont pas eu un impact sur les délais des projets et la qualité. Évidemment, forcément, tout ça, toutes les contraintes, tous les risques dont on vient de parler et problèmes sont forcément en lien avec aujourd'hui des shifts de planning extrêmement importants, et puis des problèmes de qualité, et donc des litiges entre les parties. Et ça, c'est vraiment une situation qui est quand même relativement tendue. Quelque chose il y a eu une Global Arbitration Review en septembre 2021, à laquelle E2CM a participé. Grégory Levaux était invité justement pour parler du contract management lors de cet événement. Et
tout le monde était assez d'accord pour dire que le contentieux, effectivement, avait énormément augmenté et qu'aujourd'hui, on se retrouvait dans des problématiques sur les projets qui étaient vraiment du jamais vu. Et donc, c'est quelque chose qui forcément nous impacte à nous tous. Alors, cela étant dit, dans la crise, il y a toujours aussi des opportunités effectivement pour le métier. Alors, vous le voyez, finalement, les risques sont toujours finalement une matière première pour les contract managers puisqu'on gère le risque. Hein, donc, ça nous donne beaucoup de travail. Alors, c'est pas sans problème pour les entreprises puisque les départements de contract management ont beaucoup souffert pendant la crise sanitaire. Il y a eu une activité extrêmement intense. Les ressources étaient fatiguées. Moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des gens qui étaient vraiment parfois au bout du rouleau. Donc, c'est pas sans impact aussi sur l'humain, mais c'est forcément quelque chose qui pousse les entreprises à étoffer justement leur capacité en contract management, que ce soit par rapport à des recrutements, à de la formation, à du conseil. Alors, pour donner quelques chiffres, nous qui avons un positionnement qui est assez transverse hein, sur la chaîne du contract management, puisqu'on intervient à la fois sur le conseil, la formation et le recrutement, on a fait entre 2020 et 2021 plus 300% sur nos activités de conseil. Hein, donc, que ce soit du conseil organisationnel pour aider les entreprises à structurer le contract management ou le conseil au sens d'accompagnement en contract management opérationnel des projets. Sur la formation, on a doublé et la tendance, je pense qu'elle ne fait pas que se confirmer en 2021, c'est même un peu plus que doubler le besoin en formation, que ce soit en intra ou en inter-entreprise sur des formations certifiantes ou sur des formations de bonnes pratiques de contract management. C'est une tendance qui s'accélère, qui se confirme, mais qui augmente encore. On a d'ailleurs, on se retrouve dans une situation un petit peu difficile sur le début de l'année avec énormément de demandes, avec un calendrier qui s'est très très vite rempli sur la partie formation. Et puis sur le recrutement, là où les recrutements avaient été mis en stand-by sur l'année 2020 en attendant justement, alors que la prestation elle avait externalisé, elle avait augmenté, les recrutements eux avaient été gelés. Alors il y a eu un retour à la normale, je dirais même à partir de la fin de l'année 2020, mais surtout début 2021 avec un retour à l'avant-crise sur les recrutements des contract managers, qui aujourd'hui le recrutement est tout à fait dans un rythme très soutenu à l'heure où je vous parle. Alors, sur l'analyse, alors on a déjà un petit peu analysé hein, sur les points que j'ai abordés jusqu'alors. Donc un très fort impact de la crise sanitaire hein, sur les projets, hein, bien sûr. Donc il n'en reste pas moins que sur 2021, c'est resté modéré, mais que sur 2020, c'est resté modéré, mais à partir de 2021, il y a eu vraiment un contre-coup. Et je pense que ce n'est pas terminé. Hein. Je fais un clin d'œil effectivement au retard et au sujet, au petit, voire au grand sujet des matières premières qui va être un vrai challenge pour notre fonction en 2022. Donc des perspectives qui sont assez peu rassurantes. Hein. J'ai parlé de la forte hausse du contentieux et notamment de l'arbitrage hein, et des procédures de réclamation. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans une tendance contractuelle où on est complètement décomplexé par la réclamation. Et ça ne touche pas que les majors du PTP dont la réclamation fait partie quelque part d'une économie générale du contrat, parce que c'est aussi une manière de gérer certains contrats, à la fois des contrats, que ce soit des contrats physiques, hein, dont la réclamation est partie intégrante, je dirais presque, de l'économie du contrat. Non, ça touche aussi d'autres secteurs, hein, notamment le secteur industriel qui a moins cette culture, et donc on sent chez certains donneurs d'ordre qui seraient plutôt des PME une certaine surprise, parfois un certain malaise à faire face
à des tendances réclamatoires de la part des entreprises qui sont difficiles à observer. Et j'étais encore en début de semaine en formation avec des conducteurs de travaux dans le secteur de la construction, qui pour le coup était client, hein, donc plutôt maîtrise d'ouvrage, qui subissaient parfois des véritables stratégies d'étouffement en termes de courriers réclamatoires reçus ou de courriers précontentieux, et c'est très 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 difficile à gérer. Donc on voit bien que c'est vraiment la tendance, hein. Donc on va voir après comment finalement cette qualité relationnelle qui est très importante dans notre métier survit à cette tendance. On va en parler justement. Sur les engagements contractuels, hein, clairement, on en a parlé, c'est très compliqué, ils sont très compliqués à tenir. Et finalement, je le disais à l'instant, hein, les entreprises qui… La volonté est là, on en a encore parlé pendant les trophées du contract management. On a parlé justement lors de la dernière revue d'arbitrage dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, le GAR de septembre 2021. Les entreprises ont quand même malgré tout, même si on est persuadé que l'approche collaborative et l'approche relationnelle est la seule manière de gérer la complexité à laquelle on fait face, et que le fait d'être en permanence dans l'adversité ne nous permettra pas de faire aboutir nos projets, on a quand même du mal, malgré tout, à jouer cette carte de la relation relationnelle et collaborative pour contourner le pire. J'ai l'impression que là, quand ça se tend, il y a des mécanismes et des mauvaises habitudes dont on souhaite absolument se départir, qui reviennent très rapidement, et il va falloir se dire que c'est pas le tout de vouloir avoir une approche relationnelle et collaborative. Il va falloir vraiment former les gens et y aller franchement, parce que ce vœu pieux qui est dans toutes les bouches, alors nous on y tient énormément chez E2CM. Dans notre formation, ça transpire finalement cette qualité relationnelle et cette approche collaborative, justement à travers toutes les personnes qu'on forme. On espère pouvoir apporter aussi notre pierre à l'édifice pour faire changer les choses, mais il faut vraiment que les organisations ne se contentent pas d'en faire un credo, mais surtout investissent pour que les personnes puissent se former, être accompagnées sur le sujet, parce que malheureusement, c'est encore loin d'être le cas dans la culture des entreprises. On le voit, c'est un vœu à mon sens qui reste encore un peu trop théorique, et le naturel revient au galop dans cette phase très difficile économique. Donc aujourd'hui, le renforcement du pilotage contractuel, il est dans tous les objectifs des directions avec lesquelles je parle. Aujourd'hui, j'ai une tendance aujourd'hui où, quand je fais des formations, j'ai 2 personnes de la direction qui viennent en introduction et en conclusion des formations en intra-entreprise pour vraiment montrer à quel point ces formations de pilotage contractuel pour les fonctions opérationnelles, pour les fonctions commerciales, sont absolument indispensables pour arriver à conserver une performance économique et arriver à faire aboutir nos projets tout en maintenant justement cette qualité relationnelle. Donc, il y a vraiment un investissement, des objectifs qui sont mis au management pour renforcer le pilotage contractuel des différents acteurs du cycle de vie contractuel. C'est clairement une tendance aujourd'hui. Alors, on arrive maintenant à la dernière partie du partage que je souhaite faire avec vous, hein. Alors, bien évidemment, on n'a pas pu se priver de parler déjà de l'évolution de l'emploi et des attentes des recruteurs, mais on va essayer de faire un focus un peu plus marqué sur cette partie-là à travers cette 3e partie. Alors, pour ce faire, on va essayer d'axer notre discussion, enfin notre partage à ce stade, hein, parce que la discussion, elle se fait plutôt pour l'instant à travers le chat que je n'ai pas pu regarder en vous parlant pour l'instant, mais on va y porter grande attention, et Grégory est là pour regarder les questions que vous pouvez poser au fil du partage que je fais depuis le début de la séance, d'organiser notre partage autour de 4 priorités qui sont celles des entreprises, et voir un petit peu à travers nous ce qu'on a pu constater chez les recruteurs, quelles sont les priorités qui sont mises
autour de 4 niveaux de priorité. Alors, le premier, c'est accélérer les recrutements. Aujourd'hui, nous, on a une demande qui est vraiment très forte de la part de nos clients pour les accompagner à recruter. Il y a même des clients, je vous le dis franchement, il y a les clients qui font appel à nous dès le lancement de la recherche parce que voilà, ils ont envie d'avoir des profils calibrés, ils veulent aller tout de suite vers des profils de contract manager calibrés qui correspondent à leurs besoins et donc ils font appel à nous pour gérer exclusivement la demande. Et puis, on a des entreprises qui viennent nous voir parce que ça fait 4-5 mois qu'ils reçoivent des candidats et ça ne matche pas parce que entre ce qui apparaît dans les profils, dans les CV, des cabinets de recrutement peut-être un peu plus généralistes qui présentent des profils qui correspondent peut-être pas aux attentes des recruteurs, bien ils viennent nous voir parce qu'ils nous disent là vraiment on n'y arrive pas malgré les moyens qu'on a mis, on a vraiment besoin là d'accélérer. Est-ce que vous pouvez nous aider justement à avoir d'aller vers plus de calibrage dans le choix des profils, dans les process de recrutement. Donc, c'est vraiment accélérer les recrutements. Donc, il y a une vraie volonté d'aller vite. Il y a un discours aussi. Moi, je travaille toujours avec mes interlocuteurs opérationnels, contract management, mais toujours aussi avec les ressources humaines, une volonté de dire on saura être réactif. On le sait, aujourd'hui, c'est un critère de réussite, on saura être réactif. Moi, je leur dis, c'est pas la peine d'espérer aboutir si derrière vous mettez 6 mois à faire passer les entretiens et à proposer des entretiens aux candidats. Et donc ça, je pense qu'ils en sont conscients. C'est pas encore parfait parce que parfois c'est quand même très difficile parce que ce sont des métiers stratégiques et on a des entretiens avec des personnes qui sont au niveau de direction et qui ont des agendas très chargés. Mais bon, aujourd'hui, Teams, Zoom permet de faire des visioconférences et on trouve des moyens pour essayer de faire en sorte que les personnes ne se déplacent pas toujours et optimiser les délais de recrutement. En tout cas, c'est une priorité. Vraiment, c'est la priorité numéro 1 de rattraper le retard qui a été pris durant la phase de stand-by en 2020, voire sur le premier trimestre 2021 pour certaines entreprises. Donc là, stopper la veille, c'était pas une bonne chose en fait, parce qu'on se rend compte que le redémarrage, il est très compliqué. Et là, on est face à un goulot d'étranglement. Et les profils, malgré tout, sont encore plus rares. Les profils, je veux dire, ceux qui correspondent vraiment aux attentes, sont encore trop rares par rapport à la demande. Parce que des profils, il y en a. Maintenant, est-ce qu'ils correspondent aux attentes? On va le voir. Alors, en priorité numéro 2, c'est quelque chose qui parfois a tendance à parfois m'inquiéter parce qu'on est encore aujourd'hui dans la volonté d'avoir des contract managers ultra spécialisés par secteur. Ça se comprend. Pourquoi ça se comprend? Parce qu'aujourd'hui, quand on a besoin des contract managers, on l'a vu, c'est pour gérer des risques maintenant. Donc, si les personnes ne sont pas capables très rapidement de rentrer dans les risques opérationnels et de s'intégrer rapidement aux problématiques du projet et qu'il y a une phase de montée en compétences qui est longue parce que je viens de l'IT et je vais vers l'industrie, donc forcément, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques, même si un très bon contract manager est censé avoir une capacité d'adaptation qui lui permet de poser les bonnes questions pour tomber sur les bons risques. Il y a le besoin encore d'avoir des CM ultra spécialisés pour être opérationnels tout de suite. Alors, il y a quand même des exceptions. Il y a des recruteurs qui sont plus ouverts que d'autres. Je dirais que toujours dans le secteur énergie-construction, il y a cette attente. L'industrie et l'IT restent quand même les secteurs les plus ouverts à d'autres choses. D'accord? Ce qui les intéresse, c'est est-ce que le candidat a une capacité d'adaptation? Est-ce qu'il a eu la capacité de vivre des cycles de vie contractuels complexes? Et dans ce cas-là, il sera capable de relever les challenges que j'attends de lui. Mais l'énergie et la construction restent encore des secteurs qui sont peu enclins à s'ouvrir à des profils qui n'auraient pas une expérience déjà sur le secteur en question. La bonne nouvelle, c'est pour les juniors. Alors, les juniors, forcément, on n'attend pas une ultra spécialisation puisqu'ils commencent. Encore que, il y a des facteurs différenciants pour les juniors. C'est que les juniors, on va attendre d'eux peut-être qu'ils aient une formation peut-être certifiante en contract management pour s'assurer
qu'ils maîtrisent les processus et les outils de la fonction et qui sont capables de bien comprendre le périmètre de leur poste et de ne pas se laisser embarquer peut-être parfois par des acteurs qui voudraient leur faire faire un boulot de PMO ou plutôt de juriste ou plutôt d'assistance à gestion de projet pour les ingénieurs. Et voilà, et c'est important voilà, pour les juniors, peut-être cette formation peut-être qui vient en complément d'un master, soit d'un niveau ingénieur, soit juridique, soit école de commerce achat. Donc, c'est ce qui va faire peut-être la différence, mais c'est aussi ce qui pourra faire la différence pour des contract managers en phase de confirmation, c'est-à-dire entre 2 et 5 ans, effectivement, on attendra peut-être, ce sera un critère différenciant. Donc, des CM ultra spécialisés encore dans les secteurs que je viens de citer. Priorité numéro 3, le savoir-être, ça y est, clairement, c'est quelque chose qui apparaît dans les fiches de poste, mais qui est aussi testé. Les entreprises les plus exigeantes sur le contract management, qui sont celles, et il n'y a pas de hasard, qui offrent le positionnement le plus stratégique à ce métier, sont très regardantes sur les qualités, les soft skills des candidats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des process, effectivement, dans lesquels les candidats que je vais sélectionner et accompagner, parce que pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, j'accorde autant d'attention à mes candidats que à mes clients, aux recruteurs. Les deux sont vraiment pour moi très importants et ce serait une erreur que de ne pas justement accompagner ces candidats pour s'assurer que l'offre est en adéquation avec leur volonté de développement, parce qu'il y a quand même une exigence de ces candidats qui se sentent recherchés. Donc, il faut aussi savoir ce qu'une mobilité peut leur apporter. Eh bien, la qualité, les compétences humaines, les qualités humaines, pardon, sont des critères qui vont être aujourd'hui regardés par les recruteurs. Donc, ce relationnel, il va être testé dans des phases d'assessment, de tests. Alors, ça peut être déjà des tests techniques sur la capacité à identifier des risques sur des contrats, mais aussi des tests de mise en situation dans la gestion d'un conflit, d'une négociation difficile en interne, en externe, pour voir si le candidat il a les bons réflexes. Et là on arrive vraiment à pour moi, des process de recrutement qui sont pour moi une très bonne nouvelle. Alors, ils ne sont pas encore majoritaires, mais c'est une très bonne nouvelle pour le métier parce qu'on considère que c'est un métier stratégique, on met les moyens et donc n'importe qui ne passe pas la phase de test. On se rend compte que le recrutement, ce n'est pas une science exacte, hein. Il y a quand même des loupés. Et aujourd'hui, sur un métier où il y a beaucoup de demandes, pour pouvoir avancer, parfois, on se loupe même beaucoup. Et donc, justement, ces phases d'assessment et de mise en situation sont aussi un moyen de faire la part des choses. Donc, j'ai envie de dire, si vous tombez sur une entreprise qui fait ça, soyez rassurés. Ça veut dire qu'elle donne beaucoup d'importance à ce métier, qu'elle le positionne à un niveau très stratégique. D'accord ? Dernier point peut-être, parce que j'ai peur de ne pas en parler et d'oublier tout à l'heure, et c'est un point qui me vient spontanément à l'esprit. Vous êtes beaucoup parce que, surtout ceux qui travaillent dans le secteur de la construction et de l'énergie, il y a beaucoup à faire sur le marché national en France. Donc, on reste peut-être plusieurs années sur des postes où la langue, c'est le français. Faites attention. Aujourd'hui, en contract management, même si le poste n'a pas vocation à avoir tout de suite un rayonnement international, on veut s'assurer que si le positionnement du candidat change, il puisse être capable d'interagir, de négocier, de rédiger en anglais. Et je trouve dernièrement, je suis très surprise que les candidats peut-être méprisent peut-être, ou en tout cas ne font pas suffisamment attention à cette attente. Donc ne négligez pas l'anglais. Pour les juniors, je vous invite vraiment à mettre le paquet parce que c'est un sujet qui sera différenciant. Mais pour les personnes qui sont confirmées, voire seniors, faites attention lorsque ça fait quelques années que vous n'avez pas travaillé en anglais, à ne pas vous fermer la porte. Parce que même un niveau opérationnel ne suffira pas toujours. Il faut être capable justement de pouvoir négocier, rédiger en anglais. Donc faites attention, même sur les secteurs de l'énergie et de la construction, cette attente de l'anglais est vraiment réelle. Et j'ai vu des très bons candidats dernièrement, sur les dernières semaines, se fermer des portes sur ce sujet. Donc, soyez vigilants.
c'est un sujet à continuer à travailler, à ne pas bouder parce que vous allez vous fermer des portes. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un super poste, mais demain, vous aurez envie de voir autre chose. Ne vous fermez pas la porte sur un autre secteur, dans d'autres types d'organisations. Donc, ne vous fermez pas la porte par rapport à cette compétence. D'accord? Elle est encore largement exigée, même si le poste à date ne le justifie pas complètement. Et enfin, priorité numéro 4, à mon grand désespoir, le risque climatique. Aujourd'hui, et dans toutes les bouches, dans toutes les organisations, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on a clairement intégré dans le business, c'est-à-dire dans le développement de l'activité des entreprises, hein, parce qu'on sait que si on ne s'adapte pas, bah c'est un risque qu'on ne peut pas prendre dans le développement commercial, dans le développement de nos produits, de nos services. C'est quelque chose qu'il faut intégrer, que ce soit dans la production concrète hein, de ce que fait l'organisation, mais aussi dans l'image qu'elle projette à l'extérieur. Et ça, on sait que c'est important également vis-à-vis du grand public parfois, mais aussi de nos clients. Mais là où il y a, à mon avis, quelque chose qui est peut-être pas suffisamment pris en compte, c'est le risque climatique au sens contractuel, au sens projet du terme. C'est-à-dire, il n'est pas suffisamment intégré aujourd'hui dans le pilotage, que ce soit dans les phases d'avant-vente, dans les phases d'exécution, dans le pilotage contractuel. Aujourd'hui, à mon sens, le risque climatique dans le pilotage contractuel n'a que le statut de données. Il n'a pas le statut de risque. Et je pense que si on ne se prépare pas suffisamment tôt à intégrer ce risque climatique davantage dans nos contrats, dans la manière de gérer nos projets, dans aussi les instances de gouvernance dans nos organisations, on va avoir beaucoup de mal. Il ne suffit pas de l'intégrer d'un point de vue business, il faut vraiment l'intégrer comme un risque qui va venir toucher nos projets et pas uniquement une donnée qui va nous permettre de poursuivre un développement commercial. Et je pense que aujourd'hui, la notion de résilience contractuelle passe par la capacité à prendre en compte, à anticiper le risque climatique, qui va très très vite. Et aujourd'hui, on sait que on a discuté, Grégory Levaux et moi-même, avec des groupements d'assurance, des personnes qui travaillent dans les hautes sphères des plus grandes compagnies d'assurance, qu'il y a vraiment un travail qui est fait par les assureurs à ce niveau-là pour essayer de voir comment anticiper au mieux ce risque climatique pour l'avenir. Aujourd'hui, voilà, on est encore dans une phase de construction, mais on sait aujourd'hui que les boucles de rétroaction sont surprenantes et que finalement, ça va beaucoup plus vite et les impacts sont beaucoup moins anticipables que ce que l'on croyait, et donc il faut absolument le prendre en compte, je pense, dans effectivement les problématiques contractuelles. Donc là, petit clin d'œil aux candidats parmi vous, parce qu'on est quand même sur un webinaire sur le recrutement. Soyez aussi au fait de ce qui se passe à ce niveau-là. Documentez-vous, mais de façon sérieuse. Hein, je ne parle pas des réseaux sociaux où on a 2-3 informations en mode teasing. Hein, je parle plus d'études sérieuses. Soyez aussi capable de pouvoir apporter quelque chose sur ce sujet. Montrez aussi que vous vous intéressez à cet aspect-là. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont sensibles aussi aux valeurs des candidats en termes de prise en compte des risques environnementaux, de protection de la biodiversité. Donc, je l'ai vu dans certains entretiens, c'est quelque chose qui a pu faire aussi la différence. Donc, ne passez pas à côté de ça, mais documentez-vous très sérieusement, ne vous contentez pas des teasings des réseaux sociaux. Alors, en synthèse, hein, donc aujourd'hui, hein, ce qu'on a pu voir en complément de ce que j'ai déjà dit, c'est que en termes de nouvelles attentes des recruteurs, il va falloir effectivement accentuer l'anticipation des recrutements. Alors c'est facile de le dire maintenant sur un marché qui est quand même assez contraint. Hein. La réalité fait que on anticipe, mais si on n'a pas plus de personnes formées et de juniors qui continuent effectivement à monter en compétences, hein, on va se retrouver à un moment donné en difficulté. Donc il faut aussi continuer à former en interne les personnes qui
qui sont en capacité de sécuriser à leur niveau les cycles contractuels. Donc, faciliter la qualité de la relation, c'est ce qu'attendent les recruteurs de vous, que vous soyez des facilitateurs, mais que vous soyez concrètement formés à ça et pas uniquement la volonté de le faire, parce que sinon, je partage avec vous justement une discussion que j'ai eue cette semaine encore une fois avec une entreprise qui venait, qui avait un an de recul sur l'embauche d'un contract manager, mais le seul dans une direction des grands travaux et de l'ingénierie qui était une fonction assez clé dans l'organisation, qui m'a dit clairement en formation, je parlais justement avec le directeur qui était en formation de cette direction en question, qui me disait, quand on a embauché un contract manager au début, on s'est dit, tout le monde s'est dit, on a encore une fonction qui vient se rajouter au juridique, ça va nous faire du boulot en plus. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter par rapport à la cellule juridique ou à la cellule marché? Que va-t-elle nous apporter de plus? Et en fait, on s'est rendu compte que clairement, le contract manager, il nous a apporté la facilitation. J'adore quand les gens commencent à se dire le voix, c'est pas que des mots. La facilitation à fluidifier la prise de décision, à nous sortir parfois de difficultés parce qu'il y avait la capacité d'avoir une vision un peu plus transverse sur les risques et de nous permettre de sortir plus facilement de certaines crises. Et donc, vous voyez que parfois, ça tient à une personne. C'est-à-dire que c'est un petit peu la phase test, la phase pilote. On a un contract manager le premier. Et parfois, si on n'a pas la bonne ressource, ça suffit à étouffer le contract management dans un département. C'est à la fois une opportunité pour le contract management parce qu'on attend de lui beaucoup, c'est quelque chose, mais quand il n'est pas en capacité de répondre à tout ce que l'on vend depuis plusieurs années sur ce métier pluridisciplinaire, sur ce mouton à 5 pattes, on se dit non, mais en fait, on ne nous apporte rien de plus que ce qu'on a déjà en termes de pilotage projet et de support juridique. Donc, c'est important. Faites attention à cette qualité relationnelle, cette facilitation. C'est clairement quelque chose sur lequel on est attendu. Donc, il faut aussi être conscient de sa propre personnalité, savoir si c'est fait pour nous. N'allez pas non plus vers un métier qui va vous mettre en souffrance parce qu'on va attendre ça de vous. On va attendre de vous que vous n'ayez pas peur du conflit et que vous soyez en capacité d'aller à la facilitation. La maîtrise juridique et technique qui est davantage sectorisée, j'en ai parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. Les perspectives pour le contract management, je l'ai dit tout à l'heure, un marché dont le déséquilibre offre versus demande s'amplifie. Formez-vous, continuez effectivement, continuez, c'est tout ce que je peux dire, aller vers ce métier qui est porteur. Je crois qu'on manque à l'instant T de profils justement suffisamment confirmés. Aujourd'hui, on est sur des profils qui, je pense, au vu de la complexité des projets, non pas parce que le marché n'offre pas assez de profils, des gens qui n'ont pas peut-être encore l'expérience suffisante pour faire face à la complexité à gérer, surtout qu'on est souvent sur des modes portefeuille, ce qui rend notre tâche un peu plus difficile. Le mode dédié, c'est un mode finalement qui est le plus facile parce qu'on peut tout donner sur un mode et pas et c'est pas ce qu'on peut faire sur un mode portefeuille. Donc, le risque environnemental, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir pouvoir décliner à l'échelle de chacun des projets. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne m'y arrête pas plus que ça. Maintenant, voilà, il faut être logique, il faut se dire les choses. Moi, je l'ai dit aussi aux entreprises. On veut raccourcir les délais de recrutement. Maintenant, il y a des exigences qui sont extrêmement fortes de la part des recruteurs qui ont compris quand même ce qu'était le contract management de plus en plus. Donc, ils sont en attente. Et donc, c'est pas toujours facile de tenir des délais de recrutement qui visent à trouver la perle rare, ce fameux mouton à 5 pattes. Pour nous, contract manager, pour vous, c'est difficile de passer encore, on l'a dit, d'un secteur à un autre sans expérience préalable. Maintenant, clairement, il y a des secteurs qui sont un peu plus ouverts, l'industrie et l'IT le sont davantage, mais encore là aussi, c'est pas non plus, c'est pas tout le monde, il y a encore des exceptions. Donc la sectorisation malgré tout reste encore
quelque chose de très marqué, hein, surtout chez les profils confirmés. Donc, l'attente du diplôme, hein, je l'ai dit, c'est quelque chose qui en France est culturellement ancré. Donc, encore une fois, on attend que les contract managers soient formés. Mais qu'ils ne soient pas formés, encore une fois, à des choses théoriques, très universitaires, mais formés à des choses pratico-pratiques, c'est-à-dire comment tu fais dans ta prise de poste pour tout de suite être capable de me structurer l'activité contract management sur un projet pour pas qu'on t'amène n'importe où, qu'on te fasse faire, comme je l'ai dit, le PMO, l'assistance à gestion de projet, le secrétariat, le data manager. Non. Comment j'ai quelqu'un qui maîtrise les processus et outils et qui permet aussi de donner au poste un vrai périmètre et de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée parce qu'on n'a pas assez de contract managers pour tous les projets. D'accord ? Donc, les réponses, je les ai apportées au fur et à mesure, donc je ne vais pas revenir effectivement là-dessus puisqu'on en a parlé au fur et à mesure. Hein, j'ai du mal à poser la problématique sans apporter de réponse. En même temps, c'est ce qu'on attend de nous en tant que contract manager, donc c'est quelque part rassurant. Donc, je vais pas m'attarder parce que l'exposé a été finalement plus long que prévu. Je suis très bavarde, mais j'ai tellement à cœur de partager avec vous des choses que voilà, j'ai été un petit peu longue, mais j'espère que voilà, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Merci à tous pour votre écoute et on va pouvoir passer à la phase de questions s'il y en a et j'espère qu'il y en a. Merci beaucoup, Nawel. Du coup, je reprends très rapidement la parole. D'abord, pour te remercier pour cette présentation très efficace et très instructive. On a répondu déjà à beaucoup de questions directement dans le chat tout au long de ta présentation. J'ai essayé de répondre au mieux et puis il y a eu des commentaires aussi très intéressants de personnes assez seniors manifestement sur le sujet. Alors, j'en ai peut-être une et si on n'a pas d'autres, ça clôturera cette session qui a déjà duré plus d'1 heure. Il y a quelques années en arrière, 10-15 ans maintenant, lorsque le contract management est apparu et qu'il a pris de l'ampleur, on a systématiquement eu la question de savoir si c'était un effet de mode, si c'était une de ces nouvelles fonctions qui apparaissaient et qui disparaîtraient tout aussi vite. Et puis, le temps a fait son œuvre et on s'est rendu compte qu'elle était plutôt bien installée. La crise est passée par là. Comme tu l'as très bien décrit, on a une explosion de la demande et une croissance très, très forte de notre métier. Et très récemment, j'ai entendu quelqu'un me dire que tout ça était un effet de mode et bien sûr que ça allait retomber. Est-ce que tu penses qu'on doit encore parler d'un risque d'effet de mode pour notre métier ou est-ce qu'il est maintenant, indépendamment de la crise, ancré pour de bon dans la vie des organisations, à côté de fonctions voisines comme la direction juridique ou la gestion de projet ou les achats, par exemple? Alors, merci pour cette question qui finalement, Grégory, tu me rejoins sur ce sujet. C'est souvent un peu l'introduction de notre formation, que ce soit en intra sur des formations courtes ou longues. C'est est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce qu'on en parlera encore dans quelques années? Ce qu'il y a, c'est qu'on fait des formations depuis maintenant 2013 et ça ne cesse de croître. Donc, on est, je dis, assez tranquille sur le fait que non, ce n'est pas un effet de mode. Moi, personnellement, j'ai vraiment dépassé ce stade. Hein. C'est-à-dire que, je veux dire, il faut l'objectiver. Je ne peux pas juste donner mon avis. La croissance est telle que ça ne disparaît pas. N'oubliez pas que le contract management, certes, il est en émergence en France depuis 2013 à peu près, mais dans les entreprises, les groupes français qui ont des filiales anglo-saxonnes à l'étranger, depuis les années 90, le contract management est installé et n'a jamais fléchi, il n'a fait que se renforcer, se structurer, devenir stratégique. Donc là, il faut quand même prendre du recul. 1990, 2021, ça continue de monter. Ça continue de se professionnaliser. On a une vraie communauté qui se crée. Là, je ne donne même pas mon avis, j'en reviens aux faits. J'ai aucune inquiétude sur le sujet et je dirais même que la France a eu un vrai rôle intéressant sur le développement de cette fonction parce qu'on nous envie beaucoup, les anglo-saxons nous envient beaucoup le positionnement stratégique du contract management en France versus parfois une vision, un poste cantonné à de l'administratif et à du back-office
chez les anglo-saxons. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, mais beaucoup. Et il y a même des contract managers, je l'ai vu, des responsables du contract management qui me disent, moi, mes équipes anglo-saxonnes, elles ne veulent pas être en interface alors qu'elles sont contract managers. Donc, ça montre ce côté un petit peu administratif. Donc, aucun problème pour moi. Le sujet de l'effet de mode, on peut complètement se rassurer là-dessus et surtout s'enorgueillir, j'ai envie de dire, de ce positionnement stratégique pour lequel on a travaillé, hein, c'est le résultat de notre travail et des REX qu'ont pu faire les fonctions voisines du travail qu'on a pu faire sur les projets, de cette approche stratégique et de la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Donc, si c'est encore le cas, c'est dans des organisations qui sont peut-être encore peu matures sur le contract management que cette inquiétude peut encore être présente, mais moi, je suis complètement rassurée là-dessus. Merci Nawel. Je pense que ce sera le mot de la fin. On va rester sur ta réponse très enthousiaste et très positive. Il est déjà 10h45, donc la parole est à toi pour la conclusion. Et je remercie de mon côté tout le monde pour votre participation, vos questions, vos commentaires. Ça a été très riche sur le début de la discussion. Eh ben, écoutez, pour finir, j'ai vu 2-3 échanges, donc je vais quand même, parce que voilà, pour frustrer personne, essayer de conclure justement à travers une question que j'ai vue passer, et ça va me permettre de conclure. Vous êtes contract manager, pas parce que vous avez décidé d'être contract manager. Vous êtes contract manager parce que vous permettez à l'entreprise de développer une anticipation, une gestion, un pilotage du risque à travers le développement d'une pluridisciplinarité et donc de compétences financières, juridiques, commerciales, relationnelles, de négociation, de gestion de projet. Et c'est parce que vous avez ces compétences qu'aujourd'hui, vous êtes demandé sur le marché. Mais n'allez pas penser que les entreprises sont vraiment dupes et ne vont fonctionner que sur la partie effectivement papier, de se dire oui, il a eu un poste de contract management. Maintenant, on va voir sur le terrain ce que vous apportez et on a mis la barre haute, donc il va falloir aussi être capable de répondre à cette pluridisciplinarité et je vous demanderai de guider vos organisations pour que ce métier continue à garder son caractère stratégique et à le construire et à ne pas être cantonné à des tâches qui remettent du silo là où on est arrivé à le casser. Donc, ce sera mon mot de la fin. Vous avez un avenir radieux devant vous, donc profitez-en et surtout protégez le caractère stratégique de notre métier. C'est tout ce que j'ai à vous demander en cette fin d'exposé. Je vous remercie à tous. J'ai été ravie de tous vous retrouver parmi nous. Je suis désolée qu'on ne puisse pas davantage interagir, mais c'est pour bientôt, on espère. Bonne journée, quoi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.